Alors, on va commencer donc le chapitre 3.2, donc sur l'équilibre et les déséquilibres alimentaires. Donc, tout d'abord, les capacités exigibles au baccalauréat. Vous devez être capable d'associer aux différentes classes de macronutriments et de micronutriments leur rôle au niveau du corps, donc les rôles principaux, donc soit énergétiques, soit structuraux, soit fonctionnels. Donc apprendre ces trois mots-là, et ensuite dans chacune des catégories, placer si ce sont des protéines, glucides, lipides, etc. Ensuite, vous devez être capable d'identifier les facteurs qui permettent de faire varier les besoins quantitatifs et qualitatifs, donc pour chaque individu. Évidemment, pour comprendre cette capacité, il faut faire la différence entre les besoins quantitatifs et les besoins qualitatifs. Donc ça, on verra dans l'activité 13. Ensuite, dans les pathologies qui seront abordées, donc par excès, l'obésité ou par carence pour le kwashiorkor, vous devez être capable, dans un texte, de repérer les signes cliniques et paracliniques concernant le patient. Vous devez connaître également les facteurs de risque des pathologies qui vont être présentées, identifier l'origine qualitative ou quantitative de la carence, on verra aussi, et ensuite d'établir un bilan énergétique à partir des dépenses et des apports. Vous devez ensuite comparer une ration alimentaire à des valeurs de référence pour arriver à la conclusion si le patient est atteint d'une pathologie ou non. Alors en introduction, on va s'intéresser aux besoins de l'organisme. Donc évidemment, vos besoins, les besoins de votre corps, sont couverts par les aliments, donc par l'absorption des aliments, qui eux, à l'intérieur, vont apporter des nutriments, qui vont être très importants pour les différentes fonctions. Donc ça, c'est en introduction, puisqu'on l'a déjà vu en détail, donc dans le chapitre 3.1. Alors, il est important que les aliments, donc dans les différents groupes, ils doivent être apportés en quantité et en qualité suffisante. On verra ici, la qualité est aussi très importante au niveau nutritionnel. Alors, les besoins énergétiques, c'est-à-dire les besoins en énergie, vont varier en fonction des différents facteurs. D'accord ? On les verra en détail. Et en fonction de ces facteurs, on pourra donc établir ce qu'on appelle un bilan énergétique. Donc là, c'est en gras. J'aurais dû même le mettre en rouge. Si vous pouvez le surligner en rouge, ce sera mieux. Donc cette expression de bilan énergétique, on le verra, il y aura la formule de calcul et vous devez être capable de le faire dans un cas bien précis. Ensuite, on a la notion de ration alimentaire qu'on verra juste après. Donc sur une journée, elle doit être équilibrée. On a déjà parlé de ration alimentaire, il faut manger tous les jours au moins une fois un aliment de chaque groupe, évidemment en respectant les proportions que l'on a vues dans le chapitre 3.1. Alors évidemment, si la ration alimentaire est déséquilibrée, il va y avoir donc apparition des pathologies. Donc ça, on verra à la fin de cette vidéo. Alors tout d'abord, on va commencer par présenter la ration alimentaire. Donc vous avez la définition, il faut la prendre par cœur. Une ration alimentaire pour un individu, c'est en fait l'ensemble des aliments et les boissons qu'ingère cet individu. Donc par unité de temps, en général, c'est sur une journée, c'est beaucoup plus simple. Alors, cette ration alimentaire par jour, elle doit vous apporter deux choses. Tout d'abord, de l'énergie, donc l'énergie pour pouvoir faire les activités, mais aussi pour assurer le métabolisme basal, c'est-à-dire le fonctionnement de votre corps, tout simplement. Et il vous apporte également les molécules, vous vous souvenez, les éléments constitutifs, donc les protéines, les glucides, donc les oses, les acides aminés, les vitamines, etc. Donc là, c'est plus pour le fonctionnement. Alors vous avez enfin en bas de la page donc un petit document ici qui représente donc un bateau avec, alors c'est une petite représentation un peu différente de la pyramide que l'on voit habituellement. On voit donc la surface des parties représentées en différentes couleurs indique la quantité avec laquelle vous devez absorber ces aliments. On voit ici que sur la voile, la partie brune correspond aux pâtes, riz, pain, donc aux féculents en grande quantité. On a aussi les fruits et légumes, enfin les fruits et les légumes, vous voyez, en fait à peu près équivalent. On a ensuite au niveau de la coque tout en haut les produits laitiers, les protéines, donc là c'est le poisson, la viande et les œufs, les matières grasses animales, ici vous avez donc le beurre, et les matières grasses végétales, vous avez ici le tournesol et les olives, donc pour les huiles. Et tout en bas, pardon, tout à droite, on a donc ici une petite voile avec une religieuse, donc ça ce sont les produits sucrés, soda, pâtisserie, donc les sucres rapides, alors qu'en brun ce sont des sucres lents, on les verra. Et tout en bas, enfin tout à côté ici, on a donc l'alcool,
donc le bidon qui est à l'arrière du bâton. Donc ça, c'est une représentation qui permet de revoir les différents groupes d'aliments et à peu près leurs proportions dans lesquelles on doit les consommer par jour. Alors cette notion d'équilibre alimentaire, on en entend beaucoup parler. Il faut bien comprendre qu'on atteint un équilibre lorsque l'on apporte à notre organisme ce dont il a besoin. Donc il est habituellement, cet équilibre alimentaire est représenté par une balance avec deux plateaux, à gauche et à droite. Donc évidemment, ça n'a pas d'importance, mais évidemment d'un côté il y a les apports et de l'autre côté il y a les dépenses. Donc là vous complétez votre schéma sur le cours. Et il faut bien comprendre, et là on peut même le rajouter à côté du schéma ou le mettre en rouge en évidence, l'équilibre alimentaire est atteint lorsqu'il y a autant d'apports que de dépenses. C'est-à-dire que vous n'apportez à votre organisme que ce qu'il a besoin, c'est-à-dire ce qu'il dépense. Dès que les plateaux ne seront pas au même niveau, on aura un déséquilibre alimentaire, ce qu'on appelle, on verra les malnutritions. Alors justement, on va s'intéresser aux besoins de l'organisme et dans les capacités, vous vous souvenez, il y avait les besoins qualitatifs et les besoins quantitatifs. On va commencer par les besoins qualitatifs, c'est-à-dire la qualité des aliments et des nutriments que vous apportez à votre organisme. Alors dans la ration alimentaire, évidemment, ce que vous mangez par jour, vous devez apporter tous les nutriments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. D'accord ? Et aussi, c'est ce qui permet de vous maintenir en bonne santé. Donc plutôt les éléments protecteurs. Donc il y a les nutriments qui vont faire fonctionner, donc plutôt un rôle énergétique, on verra, et ceux qui vous maintiennent en bonne santé, les vitamines, les minéraux. Alors, dans les besoins qualitatifs, donc ça c'est ce que vous devez apporter tous les jours. Tout d'abord, vous devez absorber des glucides. On a vu, il y a 3 types de glucides. Tout d'abord, il y a les glucides à assimilation rapide, c'est ceux qu'on consomme tout de suite, quasiment dès qu'on les absorbe, ce qu'on appelle les sucres rapides. Alors, vous pouvez le rajouter, les sucres rapides, cette partie-là, je ne l'avais pas mise dans le cours, vous pouvez le rajouter. Donc c'est les sucres rapides et on les reconnaît très bien au niveau de leur formule par rapport au chapitre 3.1. Ce sont tout simplement les monomères, donc des hexoses ou des pentoses, genre le glucose et le fructose, ou les dimères, donc le saccharose, le maltose. Donc ceux-là sont consommés directement ou très rapidement par l'organisme. Par contre, il y a des glucides à assimilation lente, ce qu'on appelle les sucres lents, et là ce sont des molécules qui sont beaucoup plus complexes, qu'on appelle les polymères. Vous vous souvenez, on avait vu donc le glycogène et l'amidon. Donc c'est plutôt l'amidon qui se retrouve dans les féculents. Et là c'est de l'énergie que vous pouvez utiliser à long terme, donc sur plusieurs heures. Et enfin, il y a les fibres alimentaires qui sont d'origine glucidique, qui sont également des grandes molécules, mais on ne les classe pas dans les nutriments, vous vous souvenez, on l'a vu dans une activité, puisqu'en fait on ne les utilise pas, on ne les dégrade pas en fait, puisque lorsqu'elles sont éliminées dans les selles, elles ont exactement la même formule que lorsqu'on les avait absorbées dans les fruits et légumes, essentiellement. D'accord ? Donc elles servent juste à accélérer ou à faciliter le transit intestinal. Donc 3 types de glucides, sucre lent, sucre rapide et les fibres. Vous devez également absorber des lipides. Alors évidemment, ce qu'il faut absolument consommer tous les jours, ce sont les acides gras essentiels. Je rappelle, ce sont des acides gras que vous ne pouvez pas synthétiser. Donc ce sont ces fameux oméga 3 et oméga 6 qu'on retrouve dans les huiles végétales. Donc ça c'est l'huile d'olive. Ensuite, on a les protides. Donc, vous vous souvenez, les protides, ce sont les acides aminés, les peptides et les protéines. Donc là, évidemment, quand on mange du poisson, des œufs, de la viande, on apporte donc des grosses protéines qu'on va ensuite couper pour avoir des acides aminés. Et justement, dans ces protéines que vous absorbez, il faut absolument retrouver ces fameux 8 acides aminés. Donc, parmi les 20 que l'on retrouve dans la composition, vous vous souvenez, les petites perles qui constituent nos protéines, il y en a 8 que vous ne pouvez pas produire vous-même. Donc vous êtes obligé de les absorber dans les différents aliments. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut varier aussi l'apport des différentes protéines. Donc c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Évidemment, votre alimentation doit vous apporter des vitamines, donc hydrosolubles, solubles dans l'eau, liposolubles, solubles dans les graisses, donc un peu tout. Des minéraux, donc des macroéléments et des oligoéléments, d'accord ? Donc le calcium pour les os, on a vu le fer pour l'hémoglobine, on en reparlera d'ailleurs. Et évidemment l'eau,
c'est évidemment l'élément majoritaire qu'il faut absorber puisque on est fait, je rappelle, à 60% d'eau. Donc il faut évidemment, on en perd en permanence quand on respire, quand on transpire, quand on va donc uriner. Donc on l'a déjà vu, il faut évidemment, à la fin du chapitre 3, il faut que les apports en eau soient équivalents aux pertes d'eau. Alors pour couvrir ces besoins justement qualitatifs, votre ration alimentaire doit être équilibrée. Donc on l'a vu aussi en introduction au premier chapitre, il faut apporter des aliments qui appartiennent à chacun des groupes. Donc les féculents, les fruits et légumes, les viandes, poissons, œufs, etc. Y compris les graisses et les produits sucrés, mais en quantité moindre. Il faut également tenir compte de l'origine animale et végétale, puisque les apports sont un peu différents. Donc pour apporter tous ces éléments en quantité suffisante, il faut avoir une alimentation variée. D'accord? Donc ça, il faut absolument faire attention à cette alimentation variée. Alors on va commencer la partie, donc les besoins quantitatifs. Donc là, on parle de quantité. Et quand on parle de besoins quantitatifs, c'est surtout donc les besoins énergétiques. Donc là, on va calculer l'apport énergétique de certains des aliments. Donc là, je vous renvoie à l'activité 13, donc faite la semaine du 14 décembre. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre par quel type de nutriments est apportée l'énergie. Donc c'est apporté par les macronutriments énergétiques. Donc évidemment les trois, glucides, protides et lipides, peuvent apporter de l'énergie. Mais évidemment, les glucides et les lipides en apportent plus. Et on peut, par rapport aux protides, mais on peut aussi dire que les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Donc ça, on le verra d'ailleurs dans l'activité AT13. On voit que 1 gramme, quand on consomme 1 gramme de lipides, ça apporte plus d'énergie que lorsqu'on consomme 1 gramme de glucides. Alors ensuite, évidemment, les apports énergétiques vont varier selon les individus. Et donc justement, on évalue les besoins d'un individu sur 24 heures. Alors les unités sont un petit peu différentes. On peut exprimer les besoins énergétiques en kilojoules. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système international. C'est l'unité qu'on utilise dans tous les pays. On verra la conversion, puisqu'en fait, on utilise aussi en industrie alimentaire. Si vous regardez justement les étiquettes des aliments que vous avez à la maison, c'est le plus souvent exprimé en kilocalories. Je dirais même que parfois, c'est même si vous regardez certains aliments, il y a un double étiquetage avec les deux unités. On verra la conversion pour passer de l'un à l'autre. Alors justement, les nutritionnistes ont défini une notion très, très intéressante qu'on appelle les ANC, donc les apports nutritionnels conseillés, en fonction évidemment des facteurs que l'on abordera tout à l'heure. Ce sont des valeurs qui sont établies sur la base de 130% des besoins moyens pour un groupe d'individus en bonne santé, de sexe et d'âge définis, en tenant compte des habitudes alimentaires de la population. Donc si c'est des pays évidemment développés ou en voie de développement. Mais donc si par exemple vous êtes un garçon de 17 ans, on sait que tous les garçons de 17 ans doivent apporter tel un nombre bien précis de kilocalories par jour. D'accord? Après, on peut tenir compte aussi d'autres critères, on les verra par la suite, donc je ne vais pas trop en parler maintenant. D'accord? Donc les ANC, d'ailleurs, vous voyez sur certaines étiquettes, on vous dit glucides, on vous met la quantité en grammes, on vous met la quantité en énergie, et ensuite on met le pourcentage, parfois le pourcentage en pourcentage des ANC, c'est-à-dire combien ça vous apporte en fait par rapport aux besoins quotidiens que vous devez avoir. Alors ça, c'est une partie qui est très importante. Les besoins quantitatifs, c'est-à-dire les besoins que vous avez vous en énergie par jour, va dépendre de 4 facteurs. D'accord? Ça, on les verra en détail dans l'activité 13. Tout d'abord l'âge. Donc il y a 2 âges à retenir. D'accord? Enfin 2 périodes de la vie à retenir. Tout d'abord, c'est lorsqu'on est en pleine croissance. On est enfant jusqu'à 20, 23 ans. Donc pour les garçons et les filles. Alors évidemment, la croissance est plus rapide au niveau de l'enfance et de l'adolescence, préadolescence. Mais on continue à grandir encore jusqu'à une vingtaine d'années. Alors ces besoins quantitatifs justement en énergie sont très importants pendant la croissance puisqu'en fait, pendant cette période, vous grandissez. Donc vous produisez évidemment des os, vous produisez donc les muscles qui vont donc s'allonger,
Vous allez donc développer votre masse et vous allez aussi consolider votre squelette pour éviter évidemment les fragilisations. Donc il y a beaucoup d'activités au niveau de votre organisme et donc là, évidemment, si votre organisme est très actif, vous consommez énormément d'énergie. Donc retenez bien, donc en période de croissance, il y a donc besoin d'un apport énergétique plus important. Par contre, à l'inverse, les personnes âgées, d'accord? Les personnes âgées ont des besoins énergétiques moins importants, puisqu'en fait, elles sont moins actives, d'accord, par rapport aux jeunes adultes et aux adultes. Mais attention, c'est plutôt la qualité des aliments qu'il faut surveiller, puisqu'il y a certains nutriments qu'il faut continuer à apporter en quantité assez importante pour entretenir l'organisme. Notamment, les personnes âgées doivent consommer encore du calcium, de la vitamine D pour consolider les os, évidemment pour éviter les fractures. D'accord? Puisque quand les os sont fragilisés, ils ne sont pas assez minéralisés, donc pas assez de calcium, pas assez de vitamine D, ils deviennent poreux, hein, on voit des petits trous à l'intérieur. Évidemment, ils vont être beaucoup plus fragiles et les fractures beaucoup plus nombreuses. D'accord? Donc premier critère, l'âge, retenez donc croissance, besoin plus important, personnes âgées, besoins énergétiques moins importants. Le sexe ensuite de chaque individu. Donc évidemment, si on veut comparer l'influence du sexe sur la consommation d'énergie, il ne faut pas tenir compte ni de l'âge ni du poids. D'accord? Il faut que ça se soit fait entre deux individus de poids et d'âge identiques. Et on voit très bien qu'un garçon a des besoins supérieurs à ceux d'une fille, puisqu'en fait le garçon a une masse musculaire plus importante et moins de graisse qu'une fille. Et donc comme les muscles, on l'a vu, hein, consomment de l'énergie pour se contracter, donc les garçons ont besoin de plus d'énergie. Troisième critère, c'est l'activité physique, mais ça paraît évident. Donc évidemment, lorsqu'on est très actif, lorsqu'on fait beaucoup d'activités sportives, évidemment, on dépense de l'énergie. Donc il faut apporter plus d'énergie donc, dans l'alimentation. Et enfin, le dernier critère, pareil, il y aura deux conditions, c'est ce qu'on appelle les conditions physiologiques, donc deux périodes de la vie donc chez la femme. Tout d'abord, lorsque la femme est enceinte, hein, ses besoins énergétiques augmentent, puisqu'en fait, elle doit assurer le développement des cellules, du squelette, hein, de l'ensemble de l'organisme du fœtus, et elle doit aussi s'assurer de ne pas être fatiguée et pour assurer justement le développement du fœtus. Donc là, pendant la grossesse, la femme enceinte consomme, a des besoins énergétiques plus importants. Et juste après la naissance, donc la femme qui allaite, évidemment, a encore des besoins énergétiques plus importants puisqu'elle doit synthétiser et produire les différents constituants du lait pour son bébé. Donc ça, dès qu'il y a une synthèse de quelque chose, l'organisme consomme de l'énergie. Alors, ces petits dessins vous illustrent bien ce fameux équilibre alimentaire de la ration, hein. Donc on voit bien ici que les apports qui sont l'alimentation à gauche, et là on voit une raquette, un ballon de basket, donc là c'est la dépense. Donc à partir des apports alimentaires d'une personne et ses dépenses, donc tout ça se fait par calcul avec ce qu'on a à gérer et les activités qu'on fait par exemple et notre âge, on peut établir un bilan énergétique. Je vous l'ai dit, hein, c'est une notion très importante, donc là surlignez bien en rouge. Donc surlignez bien aussi cette formule, il n'y a pas de choses supplémentaires, il n'y a pas de valeur absolue, ça se calcule directement comme ça. Pour avoir le bilan énergétique d'une personne, on va donc calculer ses apports énergétiques, donc ce qu'elle mange par jour, donc ça va être en kilocalories par exemple, et on soustrait à cette valeur d'apport énergétique toutes les dépenses énergétiques d'une journée. Alors évidemment, ce bilan, il peut être soit positif, soit négatif, d'accord? Normalement, il doit être de zéro, d'accord? Si notre ration, nos apports sont équilibrés, on devrait avoir un bilan énergétique de zéro. Alors, si vous avez un bilan énergétique positif ou négatif, on appelle ça la malnutrition. Donc surlignez bien en rouge ce terme-là, c'est uniquement lorsque le bilan est négatif ou positif. Alors, juste une petite remarque pour compléter par rapport à l'activité 13. Sur une journée, 100% de vos dépenses se répartissent ainsi. Tout d'abord, 60% de l'énergie que vous absorbez va être consommée pour maintenir le métabolisme basal, c'est-à-dire le fonctionnement de vos organes vitaux, par exemple le cerveau, les poumons, le cœur, les reins, les muscles. Donc évidemment, même si on est plutôt sédentaire et qu'on reste relativement au repos,
ces organes continuent à fonctionner, ce qu'on appelle le métabolisme basal. C'est vraiment le minimum pour assurer, si vous voulez, votre survie. Ensuite, vous utilisez 10% de votre énergie pour la digestion. On verra d'ailleurs dans un chapitre à quel moment on consomme cette énergie. Et enfin, c'est la deuxième source de consommation de votre énergie, ce sont vos activités physiques, évidemment. Alors ces pourcentages peuvent varier un petit peu selon justement les activités, mais globalement, 30%, c'est juste pour pouvoir se déplacer et également faire l'activité physique quotidienne. Alors je reprends l'illustration ici sur la malnutrition. Vous devez souligner dans le cours que si vous devez définir la malnutrition de façon très simple, c'est que la ration alimentaire est déséquilibrée. Alors, les schémas très simples ici, vous avez notre balance au départ, et on voit très bien ici que les aliments sont beaucoup plus lourds que le sport, d'accord? Donc là, dans le cas de cette malnutrition, on dit que les apports alimentaires sont supérieurs aux besoins de l'organisme, d'accord? Puisque finalement, vous ne faites pas beaucoup de sport, donc votre corps a besoin de moins d'énergie, et là, on consomme trop d'aliments énergétiques. Donc c'est ce qu'on appelle un déséquilibre alimentaire par excès. Donc c'est ce qu'on appelle la surnutrition. Donc dans la malnutrition, il y a la surnutrition, on apporte trop d'énergie par rapport aux besoins. Un exemple, c'est l'obésité. Donc on verra dans l'AT14 où on verra l'obésité, donc c'est un déséquilibre alimentaire par excès, donc une surnutrition. Ensuite, on retrouve notre balance ici. Cette fois-ci, on est trop actif, on a des activités donc, physiques très importantes et on mange quasiment rien. Vous voyez que la balance est vraiment déséquilibrée. Dans ce cas-là, les apports alimentaires sont nettement inférieurs aux besoins de l'organisme. Là, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre alimentaire par carence. D'accord ? On peut peut-être souligner d'ailleurs déséquilibre alimentaire par excès et par carence. Ce qu'on appelle une sous-nutrition. Donc, trop d'apports, surnutrition, obésité, pas assez d'apports, c'est la sous-nutrition. Et l'exemple que l'on verra, c'est le kwashiorkor, parce que c'est l'activité qui est développée dans le livre. Mais on peut également citer, on verra dans le cours, dans la suite, c'est également le cas de l'anorexie. Voilà, donc on a terminé cette première vidéo sur le chapitre 3.2, donc sur la partie ration alimentaire et sur les besoins de l'organisme, donc qualitatifs et quantitatifs. Donc là, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour compléter votre cours et éventuellement me poser des questions si des choses ne sont pas comprises.